Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de milieu de semaine. En voici les titres. Nous sommes déjà le 1er décembre, date synonyme de journée mondiale de lutte contre le sida, l'occasion de vous faire découvrir l'opération Courte Pointe, un événement bouleversant chaque année en principauté pour les membres de l'association Fight AIDS Monaco. Une façon de se recueillir et rendre hommage aux personnes disparues. Nous serons avec la présidente de l'association, la princesse Stéphanie, pour faire un état des lieux d'une maladie bien présente et qui a tendance à tomber dans un oubli international dans ce contexte actuel. Nous reviendrons sur la soirée des trophées de l'Écho, où le prix de la 10e édition a été remis à l'ancien pilote de F1, fondateur de la société monégasque Boutsan Aviation. Dans la page culture de ce journal, l'auteur monégasque Alain Pastor sera notre invité. Il nous parlera de sa pièce qui vient d'être jouée au Théâtre Princesse Grace et qui s'intitule Le rêve de Mercier. L'occasion de parler de la princesse Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville, guillotinée à la fin de la Révolution française. Nous vous présenterons la dernière édition des Annales monégasques, la 45e édition précisément, avec pour thématique l'histoire et l'armée en principauté. Et enfin en basket, Monaco se déplace demain à Istanbul pour affronter le Fenerbahçe en Euroleague. Avant de recevoir la princesse Stéphanie, sachez qu'en début d'après-midi, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, un vibrant hommage a été rendu par l'association Fight AIDS Monaco aux personnes décédées du VIH par le biais des courtes pointes. Une opération organisée depuis 2011. Le principe, déployer de grandes bâches constituées de plusieurs toiles de la taille d'un linceul, confectionnées par les familles et les amis de personnes disparues. Le reportage de Christine Latomel et Olivier Bonello. Face à la détresse psychologique, à l'isolement, à la discrimination et à la douleur des personnes vivant avec le virus du sida, la princesse Stéphanie poursuit son combat pour la vie et pour la dignité. Et c'est pourquoi, depuis 10 ans, en parallèle à ces multiples opérations, Fight AIDS Monaco rend chaque année un vibrant hommage aux personnes décédées du VIH lors d'un déploiement de courte pointe. Et si l'an passé, la cérémonie n'a pu avoir lieu à cause de la pandémie, aujourd'hui, c'est sur le toit du musée sonographique que s'est déroulé cet événement de mémoire. Ces courtes pointes, nous avons commencé à les faire il y a plus de 10 ans, puisque là c'est notre 10e déploiement. Et je pense qu'on a bien dû commencer au moins une bonne année avant. Et ça s'est fait au fil des années. Des années, il y en a eu une, des fois il y en a eu 3 créées. Tout dépend du nombre de personnes, soit nouvellement décédées, soit dans nos vies. Il y a un moment donné, il y a une personne que l'on a perdue il y a 20 ans, puisque là l'épidémie a 40 ans. Et là, il y a des personnes qui sont décédées depuis 35 ans. Et pour qui on a envie, là, de se dire, tiens, j'ai pas pensé à faire une courte pointe, il faut que je la fasse. Un événement au message fort cette année, mettre fin aux inégalités, au virus du sida et aux pandémies. D'autres épidémies, le Covid est là et ravive des peurs de contamination. Et il ne faut pas oublier que le VIH court toujours si on ne prend pas les bons gestes. On a les moyens de prévention. Nous n'avons pas la chance d'avoir de vaccin encore pour le VIH, mais nous avons un panel de moyens de prévention qui permettent de s'en protéger. Fabriqués par les bénévoles, affiliés et permanents de l'association, ces courtes pointes ont été déployées lors d'un moment solennel en présence de la princesse Stéphanie et de sa fille Camille, ainsi que de nombreuses personnalités monégasques. Les familles et les personnes touchées par le VIH ont observé une minute de silence en hommage aux personnes disparues du sida, pour surtout ne pas oublier. Oui, ne pas oublier une maladie qui a tendance justement à tomber dans l'oubli. Pour se rappeler que cette maladie est bien présente, nous sommes avec la présidente de Fight AIDS Monaco. Altesse, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir le reportage sur l'opération Courte Pointe. Pour l'avoir vécu, c'est toujours un moment très émouvant. Je suis vraiment sincère en le disant. Qu'est-ce que l'on ressent en tant que président de l'association et plus largement en tant qu'être humain lorsque l'on assiste à cette opération Courte Pointe ? C'est vrai que c'est toujours très empreint d'émotion d'entendre toute cette liste de noms de personnes qui sont décédées et qui nous ont quittés suite au VIH. Et c'est un peu l'histoire du VIH aussi et de la discrimination, de la stigmatisation, parce que vu l'historique, pourquoi les courtes pointes avaient été faites, c'était pour remplacer une pierre tombale ou un linceul, ou voilà, la mémoire des gens. Pas qu'on les oublie, juste parce qu'ils étaient morts du VIH. Et donc c'est vrai que c'est toujours très très émouvant et ça permet de se souvenir, et surtout en ce moment de bien se souvenir que le VIH est toujours là et qu'il faut continuer à se battre. Et comme l'a dit l'ONU SIDA, contre surtout les inégalités,
au niveau du VIH et on le sait au niveau de toutes les pandémies, il y a des inégalités et je pense qu'il faudrait tous qu'on réfléchisse à ça. Voilà. L'opération Courte Pointe, justement, qui se déroule le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, qu'est-ce que représente cette journée pour vous ? Malheureusement, je crois qu'à Monaco, on est les seuls un peu à se souvenir que le 1er décembre, c'est la journée mondiale du sida. Avant, il y avait des grosses opérations qui étaient faites en France, enfin un peu partout. Et là, c'est un peu oublié, la cause oubliée. Et c'est pas parce qu'on n'en parle pas que le VIH ne continue pas à se propager. Et il y a des nouvelles contaminations tous les jours. Et nous, à Fight-Aids, on est là pour rappeler les gens que voilà, c'est vrai qu'il y a une pandémie mondiale avec le Covid-19, mais il y a aussi le VIH, et le VIH continue. Oui, qui est là, continue de tuer, continue de se propager. De façon générale, quel est le constat, l'état des lieux sur le sida en 2021 ? Vous en parlez, hein. Et je lisais par exemple que 56% des étudiants ne mettent pas systématiquement des préservatifs, 19% des jeunes pensent que le virus peut être transmis par une piqûre de moustique, 12% en embrassant une personne séropositive. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Ça fait peur parce que le sida, le VIH a plus de 40 ans et les gens ne sont toujours pas informés sur les moyens de contamination et sur l'évolution des choses. Et c'est pour ça qu'à Fight-Aids, on se base sur l'information et je crois qu'on a la chance que nous, à Monaco, on a pu avoir accès aux écoles et aux lycées pour justement informer les jeunes et que les jeunes en parlent entre eux et se mobilisent aussi. Mais je crois que c'est le problème dans beaucoup de pays, c'est qu'il y a cette ignorance face au VIH. Et je dis toujours, le VIH ne s'attrape pas avec un sourire non plus. Donc il faut arrêter de discriminer les gens qui sont porteurs du VIH. Et voilà, et juste écouter les informations et se sentir concerné. Tout le monde doit se sentir concerné par le VIH. Un dernier chiffre, on l'évoquait à l'instant, avec la crise sanitaire qui monopolise les attentions, il y aurait 20 000 personnes en France qui seraient séropositives mais qui ne le savent pas. Cette crise sanitaire est, vous l'avez dit tout à l'heure, véritablement un frein à la lutte contre le sida. Oui, et puis bon, moi, à chaque fois, ça me fait sourire ces chiffres de 20 000 personnes qui sont contaminées mais qui ne le savent pas. Donc si eux ne le savent pas, je ne sais pas comment les gens qui font les chiffres peuvent le savoir. Ça, c'est effectivement une bonne question. Ça peut être moins. Voilà, donc on m'a toujours donné ces chiffres et j'ai toujours eu du mal à concevoir le fait que si la personne ne sait pas son statut sanitaire, comment est-ce que la personne qui fait les statistiques le sait ? Donc voilà, enfin, c'est une estimation, mais je pense que les gens se croient à l'abri. À une époque, tous les gens disaient oui, mais c'est sur le continent africain, c'est pas dans nos pays. Mais le VIH n'a pas de frontières, n'a pas de barrière sociale, n'a pas de barrière, n'est pas raciste non plus. Je veux dire, il peut toucher tout le monde et partout. Et je crois que c'est le manque d'information et le manque d'implication des gens. Les gens, voilà, ça les intéresse pas, mais parce que je pense que ça touche à l'intime et ça touche à la vie de chacun, son comportement. Et donc les gens n'ont pas envie forcément de regarder les choses en face et d'aller se faire tester s'ils ont eu un comportement à risque ou un préservatif qui lâche. Enfin voilà, c'est des choses, il faut prendre sa santé. Là, ils vont se faire tester dès qu'il y a un doute pour la Covid, mais il faut aller se faire tester pour le VIH aussi. Et c'est encore plus simple, c'est une piqûre sur le doigt, hein, l'étrode, donc voilà. Et c'est très rapide en plus maintenant. Oui. Ouais. Comment vont les affiliés de Fight-Aids Monaco ? Parce qu'ils ont passé 2 ans compliqués, j'imagine, depuis le début de la crise sanitaire. Ce sont des personnes en plus particulièrement vulnérables ? C'est des personnes qui sont déjà très isolées de par leur statut sanitaire. Et là, c'est vrai que les confinements, ça a été très très dur pour eux. Donc nous, à Fight-Aids, avec les bénévoles, on avait mis en place on les appelait 2 fois par semaine, voir comment ils allaient, pour garder le contact et le lien. Heureusement, il y en a qui gardaient le contact entre eux. Mais c'est vrai que les accueils au sein de l'association, les ateliers qu'on peut leur faire, ça leur a beaucoup manqué. De se retrouver entre eux mais on a essayé quand même de garder le lien justement s'ils avaient des soucis de solitude pour parler et tout, pour pas que on se retrouve avec des dépressions, des choses comme ça, parce que leur quotidien est déjà difficile. Ils sont déjà isolés de par la maladie et la bêtise des gens. Donc on a essayé d'être très proche d'eux et de ne pas les lâcher justement. Et dernière question, comment se passe le quotidien désormais au sein de l'association à Monaco ainsi que dans la maison de vie à Carpentras ? C'est compliqué, là, voilà, on va repartir sur d'autres mesures. On a pu faire quelques séjours à Carpentras quand même pendant cette petite trêve, donc on a pu aider énormément de personnes. Et puis, voilà, là, on va reprendre
les choses, on va voir. Malheureusement, on doit annuler notre Noël tous ensemble avec les affiliés, mais bon, ce sera pour mieux se retrouver après, j'espère. Bon, on l'espère. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve, Vanessa Dessy, pour un premier point sur l'information. Avec le froid, la grippe arrive. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Et oui, dans un contexte toujours marqué par la pandémie de Covid-19, toute personne désireuse de se faire vacciner contre la grippe peut dès à présent se procurer le vaccin avec ou sans prescription médicale. Le vaccin est intégralement remboursé par la Sécurité sociale. Cette année encore, la vaccination revêt une importance particulière en raison de la circulation simultanée de la Covid-19, car même s'ils sont causés par des virus très différents, grippe et coronavirus provoquent des symptômes identiques. C'est la raison pour laquelle le gouvernement princier incite vivement la population à se faire vacciner. L'Interreg Mediterranean Biodiversity Protection Community, on va l'appeler le MBPC, ce sera beaucoup plus simple. Eh bien, le MBPC et le secrétariat permanent de l'accord Pélagos s'entendent pour promouvoir et faciliter la coopération technique et scientifique transfrontalière. Dans le cadre du Forum 2020 des aires marines protégées en Méditerranée, ce protocole d'entente démontre l'engagement à collaborer et à coopérer pour la protection de la biodiversité dans le sanctuaire Pélagos. Établi en 1999 afin de protéger les mammifères marins et leur habitat, un accord tripartite unique en Méditerranée a été créé entre les gouvernements monégasques, français et italiens. Les parties s'engagent donc à travailler ensemble dans le cadre du plan de gestion et d'action 2022-2027 du sanctuaire Pélagos qui seront adoptés lors de la prochaine réunion qui se tiendra à Rome à la mi-décembre. L'agence monégasque de sécurité numérique renouvelle sa confiance à Gatewatcher. Après 4 années d'exploitation de la gamme de sondes de détection TrackWatch, l'AMSN signe un nouveau partenariat avec Gatewatcher pour l'évaluation de la plateforme de détection. Il est important pour l'agence monégasque de sécurité numérique de suivre les évolutions technologiques qui peuvent permettre de mieux appréhender les cyberattaques. Ce partenariat va permettre d'évaluer cette solution dans un écosystème de détection, un produit inédit en Europe qui s'adresse à toutes les entreprises et institutions désireuses de protéger leur système d'information. Merci Vanessa. La cérémonie de remise des trophées de l'Éco s'est tenue hier au soir au Grimaldi Forum. Retour sur cet événement qui rassemblait un parterre d'entrepreneurs et de personnalités de Monaco. Reportage de Christina Tomel et Lionel Bernardi. Une cérémonie qui récompense une qualité de service exceptionnelle. Au cours de cette soirée, des trophées ont été remis à des entrepreneurs remarquables. Tous sont à la tête de petites entreprises nées à Monaco, des entreprises petites par leur taille, mais néanmoins bien présentes à l'échelle internationale. 7 prix au total ont été remis, dont le prix spécial du jury, le prix Made in Monaco, le prix Manager de l'année, ceux du développement durable, de l'innovation ou encore de l'international. Le prix de la 10e édition a quant à lui été remis à Thierry Boutsen, le fondateur de la société monégasque Boutsen Aviation et qui a mis à profit son expérience passée de coureur automobile en F1 au service du monde de l'aviation. C'était en fait ma deuxième passion. La première, c'était l'automobile, bien sûr. Je tenais absolument à faire carrière dans le sport auto, faire de la Formule 1, j'y suis arrivé. Mais en parallèle, j'aimais bien piloter les avions aussi. Et puis j'ai pris connaissance avec le marché de l'aviation. Et puis le hasard a fait que j'ai eu une demande d'un autre pilote de F1, Heinz-Harald Frentzen, qui voulait un jour acheter un avion, même que celui que j'avais moi à l'époque. Et j'ai fait la transaction pour lui. Puis j'ai eu Keke Rosberg qui est venu chez moi, Mika Hakkinen, Michael Schumacher sont tous venus pour soit acheter, soit pour vendre un avion. Et c'était le début de cette seconde aventure professionnelle. J'ai commencé ça de manière très simple en 1997, avec l'idée d'un petit peu répéter ce que j'avais appris par le passé dans le sport automobile, à savoir qu'on a besoin d'une équipe dédiée, une équipe qui soit active à 100%, les gens ne rechignent sur rien, travaillent tous avec le même but, c'est de faire gagner l'équipe. On n'a pas d'individualité, chez nous on n'a que des gens qui sont là pour aider les autres. Et cet esprit de compétition, cette passion pour la performance, tout le monde l'a dans mon équipe. Et c'est ça qui fait qu'en fait on a vendu plus de 400 avions aujourd'hui, en un peu plus de 20 ans d'existence. À l'image de l'économie monégasque, tous les lauréats de cette édition 2021 des Trophées de l'Éco sont cosmopolites, innovants et rayonnent dans le monde entier.
tout comme Boutsen Aviation, les entreprises monégasques Terrae, Monaco Logistique, GS Communication, le laboratoire TerraScience ou encore la société d'exploitation des ports de Monaco. Autant d'entreprises mises à l'honneur lors de cette cérémonie, une cérémonie qui prouve une fois encore la bonne santé de l'économie monégasque. La suite de l'actualité en bref, c'est de nouveau avec vous, Vanessa. Vous allez nous parler de l'ouverture d'une exposition de photos exclusive à la Princess Grace Irish Library. La bibliothèque irlandaise Princess Grace propose une exposition de photos exclusive dédiée à la visite officielle en Irlande du prince Albert II. En effet, le souverain, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella s'étaient rendus à Dublin en septembre dernier. Les photographies retracent ces moments d'échange, l'occasion de réaffirmer les liens historiques entre les deux pays. Le professeur d'histoire moderne du Trinity College de Dublin, Jane Holmeyer, s'est adressée à des élèves du lycée Albert Ier. Elle a notamment évoqué la visite d'État entre le prince Régnier III et la princesse Grace en 1961, il y a tout juste 60 ans. Nous vous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, un dernier hommage à Joséphine Baker a eu lieu ce mardi soir à l'Hôtel de Paris. Chanteuse de jazz, courageuse, résistante, engagée pour le droit des femmes, Joséphine Baker cumulait de nombreuses cordes à son arc. L'icône qui est rentrée cette semaine au Panthéon de Paris était très proche de la principauté. L'occasion pour la Société des Bains de Mer de lui réserver une soirée hommage. Un événement dédié à la musique jazz au bar américain de l'Hôtel de Paris. Un groupe de jazz interprétait des airs les plus connus de l'artiste. Le journaliste musical et producteur Axel Jaffré a enrichi la soirée autour de mini-conférences entre les concerts. Le public a également pu découvrir des photographies d'archives inédites. Une fois par mois, le Grimaldi Forum organise un concert à l'espace Indigo, les Thursday Live Sessions, qui vous font voyager à travers le monde. Fils de pasteur, Joao Selva a grandi dans une communauté d'anciens prisonniers et d'artistes convertis. Influencé par son père mélomane et collectionneur de disques en tout genre, il se plonge dans la pratique de la musique brésilienne. À l'âge de 18 ans, il débute une carrière d'artiste itinérant qui le mènera à Lyon bien des années plus tard. Vous pourrez découvrir son univers des années 70 mêlant samba, soul, disco, funk, vintage au Grimaldi Forum ce jeudi soir. Et nous y serons puisque nous enregistrerons l'émission Backstage avec Joao Selva. Recevons notre deuxième invité. C'est un auteur monégasque amoureux des mots dont la pièce vient d'être jouée en principauté. Alain Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Ce mardi 20h30 au théâtre Princess Grace, c'est joué Le Rêve de Mercier que vous avez écrit autour de deux personnages de la Révolution française. Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville, qui a été princesse en principauté, et l'écrivain Louis-Sébastien Mercier. Parlez-nous de ces deux personnages. Alors je vais d'abord parler évidemment de la princesse de Monaco, Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville. C'est une jeune aristocrate française qui a épousé le prince Joseph Grimaldi et qui est ainsi devenue princesse de Monaco. Et Louis-Sébastien Mercier, c'était un écrivain connu de son époque et qui avait pour avantage par rapport à cette pièce et cette rencontre, c'est qu'il avait écrit et prophétisé la Révolution française dans un livre considéré comme le premier roman d'anticipation. Oui, c'est ça. 2440, oui, exactement. Ça. Un roman futuriste, en quelque sorte. Le premier roman futuriste, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Pourquoi avoir voulu écrire une pièce de théâtre autour de Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville, dont le destin est tragique puisqu'elle fait partie de la dernière charrette des guillotinés? Ça fait très longtemps que je voulais écrire une pièce sur le sort tragique de cette princesse, c'est un sort évidemment émouvant, d'autant plus que, ce que j'ai essayé de rendre dans la pièce, c'est une jeune femme, une jeune mère de famille. Elle est digne, elle est émouvante, et ça c'est bon pour la dramaturgie. Elle, à 24 heures près, elle aurait pu être sauvée. Et évidemment, c'est poignant comme destin. Comment est orchestrée cette pièce en quelque sorte? Alors, la scène se situe pour l'essentiel dans le lieu de détention de Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville. Et il y a une rencontre inopinée de Louis-Sébastien Mercier qui vient, on ne sait pas trop s'il est là pour aider la princesse, la contrarier, ou si c'est une rencontre qui a vraiment pu être probable. Mmh. Oui, là, c'est romancé. On sait si ces deux personnages se sont rencontrés à ce moment-là? Non. C'est vous qui le romancez. C'est disons, c'est l'auteur qui
qui a décidé cette rencontre, et qui a un intérêt aussi, c'est de créer aussi une forme d'affrontement. Quelle est la teneur des propos entre ces deux personnages, entre l'aristocrate et l'écrivain ? Alors l'écrivain est un peu dans une situation difficile parce que s'il est député de la Convention, donc évidemment favorable à la Révolution, il n'en est pas moins détenu et lui aussi promis à la guillotine. Donc c'est une situation plus difficile. Il essaye, si vous voulez, je dirais, il est plus attentif au sort de cette jeune femme, plus sur un plan humain que sur un plan politique. Alain Pastor, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est une revue référence pour tous les amateurs d'histoire et plus spécifiquement celle de la Principauté, le tout dernier numéro des Annales monégasques vient de paraître, le voici. Quel thème est mis en valeur dans l'édition de cette année? Présentation dans ce reportage d'Émile Rousseau et Sylvain Péroumal. Les Annales monégasques couvrent la plupart des champs de l'histoire de la Principauté, de l'histoire religieuse à l'histoire économique et sociale. Et pour ce 45e numéro, c'est l'aspect militaire qui est abordé. 2 articles se complètent. Le premier traite de la période d'occupation par la garnison espagnole à partir de 1605. On peut bien parler effectivement d'une troupe d'occupation puisque cette troupe n'obéit pas aux ordres du souverain et c'est ce qui d'ailleurs détermine le prince Honoré II parce que la France garantit mieux l'indépendance, la souveraineté de Monaco, de transformer la protection, l'alliance espagnole, en alliance avec le roi de France en 1641. Et à ce moment-là, les princes de Monaco vont traditionnellement, et jusqu'à aujourd'hui, servir dans les armes de l'armée royale, de l'armée française. On y découvre également la carrière militaire du prince Honoré III qui fut notamment à la tête du régiment de Monaco dans l'armée française entre 1739 et 1749. Cet article évoque tous les aspects depuis le soldat de troupe qui se porte au secours de son colonel, qui le sauve, qui lui empêche une blessure, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs Honoré III d'être blessé malgré tout. Donc il y a évidemment un récit édifiant. On sait tout de l'état-major, des officiers. Autre contribution, celle de l'ambassadeur de France à Monaco. Laurent Stefanini est un historien amateur. Il s'est penché sur une période qui l'intéresse, l'époque romantique, et rend hommage au prince Honoré V. Toute sa vie, c'est-à-dire pendant la trentaine d'années où il a été souverain au nom de son père ou en son nom personnel, Honoré V, très consciencieusement, a essayé de trouver tous les moyens de contribuer à la prospérité de la principauté, mais également à une forme de notoriété et d'attractivité. Au fil des pages, on se plonge dans le passé, dans les collections du palais princier. On y découvre également les dessous de la publication de la première édition de La carrière d'un navigateur, ouvrage écrit par le prince Albert Ier. Tout un symbole à l'approche des commémorations du centenaire de la disparition du prince navigateur. Les Annales monégasques à retrouver dès aujourd'hui chez tous les bons libraires et en kiosque. Jeudi 19h en direct sur Monaco Info, la Roca Team se déplace en Turquie pour rencontrer le Fenerbahçe. Monaco veut stopper cette série en Euroleague de 3 défaites d'affilée, ce qui positionne l'ASM à la 11e place de ce championnat européen. On vous retrouve, Yannick Debever, vous êtes déjà sur place. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Je me trouve actuellement dans la Ülker Sports Arena, la salle dans laquelle la Roca Team vient défier le très grand club d'Istanbul, Fenerbahçe. Fenerbahçe se distingue assez facilement grâce à son maillot à bande verticale bleu et jaune. Il se situe dans la partie asiatique d'Istanbul et est en concurrence directe avec le club situé sur la rive européenne du Bosphore, l'Anadolu Efes, un club qu'a déjà affronté l'AS Monaco il y a 2 semaines avec une défaite 98-77. Pour son retour en terre stambouliote, la Roca Team espère donc une victoire pour se relancer en Euroleague après 3 défaites de rang. Mais en face, Fenerbahçe aura la rage de vaincre alors qu'ils sont leaders du championnat turc. Les jaunes et bleus sont actuellement 16e du classement d'Euroleague. Une place surprenante pour les champions 2017 qui peuvent légitimement ambitionner de jouer un nouveau Final Four cette année. Ce sont donc 2 équipes en quête de confiance qui vont s'affronter jeudi à 18h45. Enfin, c'est à noter les absences de Léo Westermann et Djere Boutsielé, tous 2 encore blessés. Merci Yannick, le rendez-vous donc en direct jeudi à 19h. Météo tout de suite, quelle est la tendance de ce jeudi, Vanessa ?
Eh bien, le temps se dégrade légèrement. Des nuages assez chargés seront présents une bonne partie de la journée. Des rafales pouvant atteindre 25 km/h peuvent traverser le pays. Les températures oscilleront de 8 à 12 degrés. Le soleil se lèvera à 7h43 et se couchera à 16h56. Et nous fêterons les Vivianes. Merci Vanessa. Les photos du jour de Michael Alési, avant de se quitter, consacrées à la prochaine vente aux enchères de la société Sotheby's, des objets ayant appartenu à Karl Lagerfeld. Nous recevrons d'ailleurs à ce propos dans l'édition de demain la journaliste biographe Marie Otavi qui a écrit le livre tout simplement appelé Karl. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.